Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence et bienvenue à cette conférence inversée sur la thématique du tourisme et de la biodiversité. Donc on va répondre ensemble aujourd'hui à la problématique comment agir dans des espaces très fréquentés. Je me présente rapidement, je m'appelle Louison, donc je serai maître de cérémonie aujourd'hui avec Laurence, de l'OFB et on sera aussi accompagné d'un beau panel. Je veux bien slide suivante. Donc, je serai accompagné notamment de Philippe Delaval, donc responsable du pôle biodiversité de Cap-Atlantique, la Baule Guérande Agglomération, avec également aussi Adeline Thomas, directrice de projet Stratégie et Territoire et Transition d'Auxilia Conseil, qui sont sur ma gauche. Également aussi Maude Oubidos, donc directrice de la société publique locale Le Gros du Roi Développement, accompagnée de Florine Esco, responsable du site écotouristique du phare de l'Espiguette. Et pour terminer, donc tout à ma gauche, Agathe Cazé, chargée de mission écotourisme du parc naturel régional des Baronnies provençales, et également Quentin Martinez, chargé de projet Natura 2000, également du parc naturel régional des Baronnies provençales. Merci à toutes et à tous d'être présents. Avant de commencer dans le vif du sujet, pour vous présenter un petit peu le menu aujourd'hui. Donc là, on est sur l'introduction de cet atelier, de cette conférence inversée. On aura par la suite un temps de présentation où nos intervenants et nos intervenantes pourront justement vous présenter leurs projets respectifs. On aura par la suite un temps de questions du public, donc vous aurez la parole et nos intervenants et intervenantes pourront répondre à vos questions. Et pour terminer, on va vous poser à vous des questions et on sera curieux de voir vos réponses. On pourra y réagir avant de clôturer cet atelier à 13 h. Sans plus attendre les consignes, donc tout à l'heure pour poser vos questions, on y reviendra, mais on utilisera un outil en ligne qui s'appelle Mentimeter. Je vous rappellerai ces consignes et vous êtes peut-être déjà habitués à cet outil-là si vous étiez aux ateliers hier et ce matin. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Laurence. Merci Louison, bonjour à tous. Alors rapidement, peut-être quelques éléments de contexte. Je ne vais pas revenir sur la perte de biodiversité parce qu'on en a déjà largement débattu hier, mais plutôt l'idée c'est qu'on regarde ensemble le graphique en haut de l'écran qui provient d'une étude qui a été publiée en début d'année par le CRT Bretagne. Il y en a eu d'autres ces dernières semaines qui globalement confirment les résultats de cette étude et on montre que plus de 70% des Français aujourd'hui envisagent de voyager de manière plus responsable. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est que finalement, ça touche toutes les composantes du séjour, aussi bien l'hébergement, les activités, l'achat de produits locaux, les déchets. Alors bien sûr, c'est du déclaratif, c'est de l'intention. On n'a pas forcément ces chiffres sur ce que font réellement les vacanciers, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on constate maintenant, depuis relativement peu de temps, qu'il y a une vraie évolution de la demande pour avoir un voyage plus responsable. Les autres éléments de contexte à avoir quand on réfléchit sur cette notion de compatibilité du tourisme et de la biodiversité, c'est d'avoir aussi en tête que le cadre de travail sur le tourisme, notamment les schémas régionaux du tourisme et des loisirs, sont tous plus ou moins en train d'être revus, réécrits. Certains sont même déjà validés. Et dans les documents qui sont soit en écriture, soit en validation, le tourisme responsable, c'est maintenant vraiment quelque chose qui est au cœur des stratégies régionales. Pour finir aussi, pour ces éléments de contexte, rappeler que l'année dernière, ADN Tourisme, alors ADN c'est l'organisation qui est née de la fusion des fédérations des CDT, des CRT et des offices de tourisme. ADN Tourisme a publié aussi un livre blanc sur le tourisme responsable qui fixe aussi un cadre d'intervention. Mais voilà, maintenant, il faut agir sur le terrain. Et donc, du coup, l'idée, c'est que on va voir ça avec nos 3 expériences, avec des niveaux d'action, d'intervention assez différentes.
Je passe à la parole à Adeline. Et sans plus attendre, oui, alors quelques petits objectifs quand même de cet atelier. Bien sûr, Louison, les Laurence, objectifs. je te laisse la parole. Allez, c'est parti. Alors, quand on a préparé cet atelier avec nos intervenants, on a convenu de se mettre d'accord sur 4 questions clés. La première, c'est la question de l'accueil du public. Donc oui, effectivement, accueillir du public sur un territoire, notamment quand il est protégé, peut avoir un impact. Cela dit, c'est quand même possible, mais à la condition de mettre en place peut-être un certain nombre d'outils, de dispositifs, voire éventuellement des systèmes de régulation. Ça va faire partie de nos échanges. Deuxième question, la sensibilisation des visiteurs, leur information, voire même leur implication. C'est aussi quelque chose qu'on va voir aujourd'hui et sur lequel on peut débattre. Troisième idée, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Ça, c'est vraiment, je pense, un thème fort qui devra se dégager de cet atelier. Il y a plutôt un panel d'outils à disposition que les territoires enclenchent en fonction des enjeux locaux. Et puis, y compris dans des sites très aménagés, comme on le verra tout à l'heure au Grau du Roi, il est possible de faire des choses, donc ça n'est jamais perdu. Merci Laurence. Et donc pour débuter, on va commencer avec l'exemple de la Baule Guérande Agglo. Donc je vais donner la parole à Philippe et à Adeline. Merci Louison, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe de Laval, je travaille à Cap Atlantique, la Baule Guérande Agglo. Donc la Baule, je suppose que ça parle à tout le monde. Vous voyez ici une illustration de la baie du Pouliguen en plein été. Notre agglo, c'est 15 communes à cheval sur les 2 départements de Loire-Atlantique et du Morbihan, avec 75 000 habitants permanents et près de 360 000 en été. 48% de résidences secondaires en moyenne, sachant que certaines de nos 15 communes, c'est plus de 78% de résidences secondaires. Donc ça, c'est le côté pile de notre territoire. Le côté face, c'est un territoire avec une richesse biologique exceptionnelle. Plus de 300 espèces d'oiseaux recensées, entre 40 et 50 000 oiseaux hivernants sur nos zones intertidales et dans nos marais en hiver. Des enjeux nationaux, voire internationaux, tant en termes de nidification que d'hivernage de certaines espèces. On accueille notamment 10% de la population mondiale de barjaques noires islandaises en hiver. Et ce bilan, c'est qu'on arrive à près de 4300 espèces recensées sur le territoire, dont plus de 200 avec un caractère patrimonial. Et comme exemple, on accueille 25% de la flore protégée de toute la région Pays de la Loire sur nos 12 communes ligériennes. Je ne vais pas le détailler, mais notre territoire comporte également de nombreux espaces naturels protégés, Natura 2000, des terrains du Conservatoire du Littoral, des départements de Loire-Atlantique et du Morbihan, et du Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire. On intervient depuis assez longtemps de manière opérationnelle sur la gestion des espaces protégés, tant en termes de Natura 2000 que sur la gestion d'une partie des terrains du Conservatoire du Littoral, sur lesquels on exerce d'ailleurs des missions de police. On intervient sur les EE depuis très longtemps et on a engagé un travail sur les trames vertes et bleues avec notamment des programmes d'action ambitieux sur la restauration de mares. On est à plus de 250 mares restaurées sur le territoire depuis une dizaine d'années. On mène également de nombreux inventaires. Et en même temps, on a des pressions croissantes dues à la forte fréquentation de notre territoire, avec surtout depuis le Covid, de fortes incursions des visiteurs dans les milieux naturels, avec ce besoin de nature qu'on a tous su palper sur nos territoires. On ressent un fort manque d'efficacité des messages de préservation avec des incivilités croissantes. Et puis malgré tout, des choses sur lesquelles on n'arrive pas forcément à avancer, comme par exemple le ramassage mécanique des laisses de mer. Donc pour nous, l'enjeu, c'est dorénavant vraiment de sortir des espaces protégés et de prendre en compte la biodiversité dans toutes les politiques publiques de l'agglo, en s'appuyant vraiment sur les acteurs locaux pour faire émerger une stratégie. Alors, quelques exemples sur les aspects tourisme. On a engagé depuis 2022 un programme de formation des agents de notre SPL Tourisme La Baule Guérande
pour appréhender les enjeux de biodiversité du territoire, visiter les sites naturels au public, appréhender également l'impact de la fréquentation anarchique sur ces sites naturels et notamment l'impact sur les habitats naturels. Et puis un petit point de détail aussi dont on parle souvent de manière très vague, la notion de dérangement et l'impact physiologique sur les oiseaux hivernants du dérangement intempestif sur leur zone d'alimentation ou de repos. L'enjeu aussi, c'est d'intégrer les enjeux biodiversité dans la communication grand public de la SPL. Donc, ils me communiquent en fait leurs documents de communication pour que je puisse les commenter et les amender. Et on a d'ores et déjà initié des actions loisirs et biodiversité, notamment avec le CPIE Loire-Océane, à destination de toutes ces structures de loisirs qui accueillent les touristes en été, comme les campings, les acrobranches ou les golfs, pour mettre en œuvre des plans d'action biodiversité. Et donc, fort de ces débuts d'action qui avaient été mis en place, pardon, faut que je m'habitue à l'écho, qui ont été mises en place par Cap Atlantique, la Baule Guérande d'agglomération, ces dernières années, depuis la mise en place du pôle Biodiv, il y a eu une vraie volonté politique ancrée dans le projet de territoire 2030, avec une ambition affichée de retisser le lien entre l'homme et la nature et de s'appuyer plus fortement sur les politiques publiques eau et biodiv. Sur cette stratégie biodiversité là, qui est en cours actuellement avec l'ensemble des acteurs du territoire, il y a eu des moyens financiers qui ont été alloués assez conséquents finalement, sur 70-75 000 euros pour une mission sur 18 mois, où on est parti en groupement avec des écologues, des naturalistes sur la partie diagnostic, mais la méthode, elle est vraiment basée sur une co-construction forte. C'était la demande de Cap Atlantique, c'est l'ADN d'Auxilia aussi, mais c'est une vraie demande d'embarquer l'ensemble des acteurs, les habitants, les résidences secondaires, les résidents permanents, pour avoir une dynamique territoriale forte. Alors, vous l'avez compris, le tourisme, c'est un sujet important sur le territoire, c'est pas le seul. Donc, pour commencer à sensibiliser aux enjeux que vivent et supportent, les bénéfices que supportent, les menaces que subissent les écosystèmes, on a, avec le service Biodiv de Cap Atlantique, développé un jeu sérieux pour comprendre qu'est-ce qu'un écosystème, qu'est-ce qu'un habitat, quelles espèces on y trouve et à quelles menaces, notamment, ils sont le plus souvent confrontés, et fortement. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur ce jeu également avec les acteurs du tourisme. Ah bah le Gros du Roi directement. on va peut-être essayer ce jeu au Gros du Roi. Mais sinon, l'idée, c'était de travailler avec les acteurs du tourisme. On a un groupe de travail qui est prévu prochainement pour, une fois qu'ils ont bien compris l'ensemble des enjeux, pas la SPL, là, on parle vraiment des prestataires de tourisme, de hôteliers, restauration, prestataires de loisirs, pour les sensibiliser, pour se dire concrètement comment on peut développer un plan d'action partenarial avec une volonté un peu de faire de tous les acteurs du tourisme des ambassadeurs de la biodiversité et de la préservation des écosystèmes sur le territoire à chaque fois qu'ils rencontrent des habitants qui sont aussi consommateurs de prestations de tourisme et les touristes qui viennent plus ponctuellement. Et l'autre aspect, ça va faire le lien avec les expériences des territoires qui suivent, c'est d'aller à la rencontre aussi des visiteurs sur un site très fréquenté pour essayer de comprendre ce qu'ils ont compris des enjeux de biodiversité sur le site, parce qu'en général, il y a un écart assez important entre le réel et le ressenti. C'est un peu comme la météo, la biodiv. Et de tester auprès d'eux l'acceptabilité peut-être d'options plus réglementaires, la médiation, de voir qu'est-ce qui leur paraît à eux le plus efficace pour passer les messages. Voilà, j'en ai fini pour cette première phase. Je vais laisser la parole du coup et la zapette au Gros du Roi. Alors, donc, pour le Gros du Roi, donc rendez-vous est pris. On est preneur de venir tester le jeu, enfin que vous veniez tester aussi chez nous.
Quelques mots donc sur le Grau-du-Roi. Donc c'est une grande station balnéaire tout proche d'ici, aux confins donc de l'Occitanie et donc dans la pointe du département du Gard. C'est une grande station balnéaire qui a été produite en tant que telle dans les années 60, issue donc de ce qu'on a appelé à l'époque la mission Racine, qui a urbanisé donc toute cette côte à l'époque du Languedoc-Roussillon et maintenant d'Occitanie, pour donc garder les touristes qui partaient à l'époque en Espagne. Cette mission Racine, finalement, et cette urbanisation qui pourrait être vécue comme quelque chose de négatif, avait finalement une vision assez moderne des choses, puisqu'en urbanisant même fortement certains espaces, on en a préservé aussi beaucoup d'autres. Aujourd'hui, sur une ville comme le Grau-du-Roi, qui est un peu plus de 5000 hectares, qui représente un peu plus de 5000 hectares, 2500 hectares sont protégés. On y reviendra tout à l'heure. Et seulement, finalement, 10% de ce territoire du Grau-du-Roi est urbanisé. Donc, ça montre bien qu'on arrive à avoir cet équilibre. On a beaucoup parlé, et notamment cet été, ça a été un gros sujet de surtourisme. On parle beaucoup de tourisme de masse. Alors moi, on est nombreux maintenant à porter aussi cette parole. Ce n'est pas un gros mot, le tourisme de masse. Le tourisme de masse, c'est aussi le tourisme pour tous. Et donc le tourisme, il a, au-delà d'être un grand rôle économique, c'est aussi un rôle social, un rôle sociétal. Et c'est important pour moi, vous en avez parlé, donc suite à ce qui s'était passé à ce moment de confinement, on a bien vu qu'il y avait cette appétence et cette envie d'accès à la nature. Il n'est pas toujours très facile à organiser, mais on parie sur le fait que c'est possible et surtout que c'est utile dans notre société actuelle de le préserver et de faciliter, en tout cas de l'organiser pour donner cet accès à la nature à toutes ces populations qui en sont de plus en plus éloignées. Donc on va revenir après avec Florine sur 2 actions précises que nous avons mises en place. Je vais lui céder la parole. Alors, je vous ai mis une petite carte du site Natura 2000 en Camargue gardoise. Donc, le Grau-du-Roi est vraiment sur la pointe avec là, je vous ai mis 3 points rouges. Donc, l'Office du tourisme, le camping de l'Espiguette et le phare de l'Espiguette, qui sont gérés par la SPL. Maud reviendra dessus. Donc, on est quand même sur une zone humide d'importance internationale, reconnue. Un site Ramsar. On est sur un site Natura 2000 au titre de la directive Habitat et de la directive Oiseaux. Il y a 2/3 des espèces d'oiseaux d'Europe qui passent par la Camargue et par la Camargue gardoise. Donc il y a un gros intérêt fort pour protéger les habitats et puis la faune et la flore. Je vous ai mis quelques photos plus précisément du site de l'Espiguette, puisque au Grau-du-Roi, on a le plus gros massif dunaire du littoral méditerranéen français, donc de sable fin, où on peut voir les 4 strates de dunes, donc de la dune embryonnaire, en passant par la dune blanche à Oya, dune grise, puis la dune boisée à Pin et à Genévrier. Et on a forcément des espèces faunistiques et floristiques qui sont très très intéressantes, comme le gravelot à collier interrompu, le pélobate cultripède, le lys et le Ford peplis qu'on a aussi en nombre important à l'Espiguette. Ce site naturel est assez exceptionnel parce qu'il est l'interface entre la mer et la terre. Il est façonné par le vent. Il y a aussi un paysage qui est très changeant. On a des vues lointaines, des panoramas qui sont assez exceptionnels. Et du coup, on a aussi cette sensibilité, on a des émotions qui sont créées sur ce massif dunaire. Les visiteurs peuvent justement avoir un sentiment de liberté sur ce massif-là. Et donc, c'est important d'avoir aussi connaissance ou cette notion-là, d'avoir une approche un peu sensible du paysage. C'est pour ça qu'on est aussi sur un site classé, donc un site qui est protégé au titre de la loi paysage. Donc on est Natura 2000, site classé. Il y a des sites du Conservatoire du littoral, donc il y a une superposition de différentes mesures de protection sur ce massif dunaire. Je repasse la parole à Maud.
Alors, quelques informations donc, sur notre société publique locale, SPL, le Grau-du-Roi Développement. Elle porte 3 entités pour la ville, donc l'office de tourisme, la gestion de l'office de tourisme, la gestion d'un immense camping sur lequel on va revenir, donc le camping de l'Espiguette. Et puis, donc, depuis cette année, la gestion d'un site écotouristique, et le site écotouristique du phare de l'Espiguette, dont on reparlera aussi juste après. L'intérêt de cette structure, c'est d'être une structure qui a pu, avec une feuille de route précise, établie avec nos élus, puisque bien entendu, nous dépendons de la collectivité, suivre finalement en cohérence avec les engagements de la ville, se projeter dans des engagements forts aussi à ce niveau-là. Donc sur l'office de tourisme, ça a été dit aussi tout à l'heure, hein, bien entendu, dans notre rôle d'information, dans notre rôle de faire des focus vraiment sur une communication responsable et sur un tourisme vertueux. C'est aussi des actions fortes en faveur de la mobilité, en faveur de la préservation des espaces sensibles, etc. Donc on est vraiment sur ce travail aussi bien avec les visiteurs qu'avec les professionnels du tourisme et qu'avec les habitants, puisque de plus en plus aujourd'hui l'office de tourisme s'implique dans la vie de son territoire et anime cette vie de territoire avec les habitants. Sur les 2 autres pôles, donc je l'ai dit, le camping de l'Espiguette s'est engagé l'année dernière dans une démarche. Alors il y avait déjà tout un tas d'éléments qui étaient mis en place, mais avec donc la reconnaissance. Tu avances ? Voilà. Avec la reconnaissance du fait que nous étions sur un espace particulièrement sensible, puisque nous sommes au cœur de ce cordon dunaire dont parlait tout à l'heure Florine, donc en partie Natura 2000, en partie en mer et sur terre d'ailleurs, grand site de France, en plein cœur d'un grand site de France, et donc dans des espaces protégés. Le camping de l'Espiguette, c'est 43 hectares. 2000 emplacements, donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une petite ville en été puisqu'on accueille jusqu'à 10 à 12 000 personnes. Donc d'un camping, on est vraiment dans ce que je nommais tout à l'heure, c'est-à-dire tourisme de masse, du tourisme familial et populaire. Et donc on s'est dit non, mais on ne peut pas simplement se dire c'est comme ça, et puis on laisse donc des paysages, on laisse des sites remarquables s'abîmer, perdre de leur valeur parce qu'ils seraient mal utilisés. Donc on a répondu, c'est tombé à point nommé. Il y a eu un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt d'Atout France, qui est le bras armé, on va dire, du tourisme en France, sur la transformation, pour l'accélération de la transformation durable du tourisme. On y a répondu et on a été retenu pour une année d'accompagnement et de travail nous permettant de structurer et de finaliser finalement cette feuille de route, de lui donner vraiment du concret et des objectifs précis. Dans les objectifs précis qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui, il y a celui de réduire nos impacts négatifs, notamment en matière de gaz à effet de serre. Pour ça, on a fait, et accompagné notamment par l'ADEME, notre bilan carbone, un bilan carbone complet avec tous les scopes, notamment le scope 3, et sur lequel maintenant on travaille dans la démarche acte pas à pas, parce que maintenant qu'on a fait notre bilan, trouvons des leviers pour faire évoluer les choses. Et puis l'autre point aussi important, c'est d'augmenter au contraire nos impacts positifs sur la biodiversité, puisque je l'ai dit, on est dans cet espace remarquable. Et donc pour cela, on se lance et très prochainement, on y est presque prêt, dans notre atlas de la biodiversité, parce que pour après avoir des actions, il nous faut savoir d'où on part. Et donc on se lance dans ce projet important. Donc encore une fois, il faut avoir en tête que nous, notre métier normalement, c'est de gérer un camping, mais on s'est vraiment lancé de manière très volontaire et importante dans ces actions. Et un dernier mot, tout ça on le fait de manière extrêmement participative et coopérative, puisqu'en fait on travaille avec notamment des ateliers d'innovation qui sont ouverts à l'ensemble de nos publics, on va dire, puisqu'on va y trouver des clients du camping, des résidents du camping, des habitants de la ville, des prestataires avec qui on travaille, notre expert comptable ou notre avocate en droit social, etc. Et donc tous ces gens-là viennent, et bien sûr les salariés, tous ces gens-là viennent participer et travailler à l'élaboration de ce projet qui doit aboutir au printemps cette année.
Donc qui sera là notre feuille de route avec des actions, encore une fois, concrètes déjà engagées et notre feuille de route pour les années à venir. Et je vais repasser la parole à Florine sur l'autre projet du site écotouristique du phare. Alors là, pareil, j'ai mis 2 photos du phare et du massif du Nerf. Donc la particularité du phare, c'est quand même qu'il est sur cette zone d'agression, cette zone de dépôt de sable, donc au milieu des dunes. Donc non seulement quand on arrive sur ce site écotouristique, on a l'explication d'un phare, mais on a aussi l'explication de tout l'environnement qui l'entoure. Et finalement, au Grau-du-Roi et à l'Espiguette, c'est presque le seul point où on a ces informations-là. Donc amener le public à une connaissance de ce milieu naturel, ce sera sur ce lieu-là. Exactement pareil, la commune du Grau-du-Roi, les scénographes, etc., ont énormément travaillé sur à quel moment on va donner l'information au public. Je vous parlais tout à l'heure du côté émotionnel, quand on va sur cette plage de l'Espiguette. Exactement pour aller sur le phare, on n'a pas de panneau explicatif. On laisse les publics, qu'ils soient habitants, qu'ils soient touristes, plutôt excursionnistes, ou alors tourisme de longue durée, on peut tous avoir une émotion sur ce massif naturel, et l'interprétation arrive sur le phare de l'Espiguette. Donc au pied du phare. On a aussi développé tout un projet d'accueil à ce phare. On accueille le public uniquement en visite guidée. Il y a des humains qui parlent à d'autres humains et justement on utilise ce panorama pour pointer les zones à sensibiliser. Les zones importantes, que ce soit la faune, la flore ou le paysage. Donc voilà un petit peu la stratégie qui est développée au phare de l'Espiguette. Juste avant de conclure, parce que c'est un projet qui a été long, sur lequel on a été nombreux à travailler avec tous les partenaires concernés. Aujourd'hui, le phare, c'est le Conservatoire du littoral qui en est affectataire et qui en a confié, qui a travaillé en collaboration avec la commune, et la commune nous a confié la gestion à la SPL. C'est un projet qui a quasiment 10 ans de travail pour aboutir à cette ouverture cette année. Et donc dans les deux objets qui ont été travaillés pour préserver également cet accès des visiteurs, ça a été de construire une passerelle qui traverse et qui chemine au travers de ce cordon dunaire, mais tout en le préservant, et qui est bien respecté. Donc ça fait vraiment partie des choses qui sont positives. Et puis d'autre part, d'avoir une limitation en nombre. Donc on s'est doté d'outils de billetterie en ligne et de réservation en ligne pour limiter l'accès, et c'est quelque chose qui maintenant est passé complètement dans les habitudes. Je te cède la parole. Merci beaucoup. Et donc pour terminer ce temps de présentation, je vous laisse la parole, Quentin et Agathe, sur le retour d'expérience des baronnies provençales. Oui, merci. Donc je viens vous parler aujourd'hui de cette action qui se nomme les sciences comportementales comme outil de modification des comportements dans les espaces naturels protégés. Derrière ce nom un petit peu barbare, en fait, c'est une expérimentation que l'on a conduite au sein du parc des baronnies provençales. Donc un territoire qui est au sud-est du département de la Drôme, au sud-ouest du département des Hautes-Alpes, donc entre Drôme et Hautes-Alpes. Un territoire très rural, un parc naturel régional avec un patrimoine naturel assez exceptionnel. Et donc, nous, en tant que collectivité impliquée dans la gestion du tourisme, on cherche justement cet équilibre entre biodiversité et accueil du public. Donc, à l'échelle de 2 sites pilotes qui sont classés en Natura 2000, on a cherché à mettre en place une gestion de la fréquentation touristique, non pas basée sur le nombre de participants, mais le nombre de visiteurs, excusez-moi, non pas basée sur le nombre de visiteurs, mais plutôt sur le comportement que les visiteurs vont avoir au sein de ces espaces. Donc pour vous les présenter très rapidement, on a travaillé sur le plateau de Saint-Laurent, qui est un plateau à dominante agricole, semi-naturelle, mais qui est un lieu exceptionnel pour l'observation des vautours. Donc on a un très grand nombre de visiteurs qui viennent chaque année observer les vautours en ce lieu.
Et puis, au sein des gorges de la Méouge, donc une rivière méditerranéenne qui connaît voilà, un régime torrentiel, énormément d'eau en été, énormément d'eau en hiver, excusez-moi, et très peu d'eau en été. Et l'été est la période à laquelle on a énormément de visiteurs qui viennent se baigner. Donc, au sein de ces deux sites naturels, on a cherché justement quels pouvaient être les leviers pour inciter les visiteurs à adopter de bons comportements. Et donc on s'est appuyé sur les sciences comportementales. Donc on parle bien de sciences au pluriel. Hein. Les sciences comportementales, ça fait appel à des expertises en neurosciences, en sciences cognitives, en design, etc. Et ces sciences comportementales, elles nous apprennent que les visiteurs, et en particulier finalement des groupes d'humains, dès qu'ils se retrouvent en groupe, adoptent des comportements qui sont basés majoritairement sur des normes sociales, d'une part, et puis ce qu'on appelle aussi des biais cognitifs, d'autre part. Les normes sociales, c'est ce qui explique que vous soyez tous placés sur le côté gauche, alors qu'en fait, il y a énormément de place à droite. Vous vous êtes répartis de façon pas du tout aléatoire en fait, dans la pièce. Et puis le biais cognitif, alors il est un petit peu, faut rentrer un petit peu dans le fonctionnement du cerveau pour l'expliquer. En fait, les neurosciences montrent qu'on a deux manières de penser. On a un système 2 qui est notre système rationnel, très systématique, donc on réfléchit, on analyse tout. Mais par contre, il est très consommateur d'énergie et finalement, on l'utilise que 5% du temps et 95% du reste du temps, notre cerveau, il est basé sur un système 1 qui est beaucoup plus intuitif, qui est basé sur des pressentiments, des raccourcis. C'est là qu'on a les biais. En fait, on va prendre un raccourci, on va avoir un biais. Mais c'est ce qui nous permet aussi de penser rapidement. C'est ce qui permet là, par exemple, que je m'exprime de façon assez fluide, sans forcément être en train de réfléchir à tous les mots que je vais employer. Ça explique voilà pourquoi aussi quand vous rentrez dans une salle de conférence par exemple, vous voyez une chaise, vous n'avez pas à réfléchir comment vous allez vous asseoir dessus, dans quel sens vous positionnez pour observer les intervenants qui sont en train de s'exprimer. Voilà. Et donc tous ces enseignements, ils nous ont permis de comprendre que ça ne suffit pas d'informer le visiteur pour changer son comportement, mais en fait il faut utiliser un petit peu des trucs, on va dire, des dispositifs un peu différents. Donc, pour vraiment apporter une information vraiment au bon moment pour le visiteur. Donc, je vais essayer de reprendre un peu le fil de ma pensée. Donc, on s'est basé sur une méthode voilà, qui nous a été proposée par le cabinet d'études Auxilia à nouveau, donc une collègue d'Adeline. Voilà. Et oui, c'est complètement un hasard. Et Design et Territoire, donc ils nous ont proposé une méthode basée sur l'intelligence collective. Donc, on a co-construit avec des partenaires des dispositifs qui justement s'appuyaient sur cette manière d'apporter l'information pour inciter à un changement de comportement chez les visiteurs. Donc on a cherché à préparer les esprits, à attirer l'attention des visiteurs, à les orienter justement vers une décision, les aider à leur engagement et puis enfin, on l'espère peut-être à maintenir les comportements qu'ils ont pu adopter quand ils iront visiter d'autres sites naturels. La méthode qui nous a été proposée, c'est déjà un premier résultat parce que le fait de s'appuyer vraiment sur cette co-construction a permis une grosse appropriation par les acteurs locaux. Et puis on a pu expérimenter, on a pu se tromper, on a fait évoluer les dispositifs qu'Agathe va désormais vous présenter. Donc concrètement, ça donne quoi sur site ? Donc, ce que vous a expliqué Quentin, c'est plutôt la phase immergée de l'iceberg. Et là, moi, je vais vous exposer ce qui se voit. Mais finalement, c'est une partie de la méthode et c'est vraiment la petite partie du travail que l'on a réalisé. Donc, sur le premier carré, à votre gauche, ici on est sur le plateau de Saint-Laurent et on a une problématique de conflit d'usage et de comportements, on va dire, irrespectueux de temps en temps. Par exemple, cueillir de la lavande produite par un agriculteur du plateau. Conflit d'usage avec la pratique du pastoralisme et
et ses chiens de protection, conflit d'usage de chasseurs, conflit d'usage parce que c'est un endroit qui est habité et fréquenté par différents usages, que ce soit pour le VTT, la rando, la photo naturaliste et l'observation de vautours, évidemment. Donc là, ici, on a travaillé donc, sur la notion d'invité. Bienvenue chez les habitants du plateau de Saint-Laurent, vous êtes invités. La notion d'invité implique que derrière, vous allez avoir les comportements qui relèvent de la norme sociale. Donc vous allez être bienveillant et vous allez être respectueux. Ensuite, vous voyez le portrait de l'agriculteur qui vous regarde bien dans les yeux. C'est un portrait qu'on a mis devant le champ de lavande, ce qui implique que en fait, quand quelqu'un vous regarde dans les yeux, on n'a généralement pas envie d'être irrespectueux avec lui et de lui apporter toute la bienveillance, et donc derrière un respect de son travail. Donc ici travaille Sébastien, heureux paysan, éleveur de brebis. Bon, là, c'est pas l'éleveur de lavande, mais il y a l'éleveur de brebis. On a aussi mis les chiens de protection. Donc, ça permet de montrer de la sympathie envers eux. On a les noms des chiens. Ça permet déjà d'enlever quelques craintes. Ensuite, sur les gorges de la Méouge, donc site de baignade assez fréquenté en été. Ici, on a souhaité traiter la problématique du déchet et on a travaillé sur, dans un premier temps, une notion c'est le message de Mère Nature. Donc c'est un message qui arrive. Donc si vous voyez, on n'a pas les logos du parc, on n'a pas le logo des financeurs. C'est un message bienveillant. Et avec une touche humoristique, on a que celui qui jette ses déchets sur ce site soit mangé par les crabes. Donc évidemment, il n'y a pas de crabes dans la rivière. Et ensuite, on a disposé des pastilles à des endroits bien spécifiques où se trouvaient les déchets, avec le champ lexical de la restauration à emporter, le take-away. Donc voilà, à emporter les déchets. Donc soit les canettes, le papier toilette, les mégots, etc. Et ensuite, on a donc travaillé sur l'ensemble du parcours utilisateur et on a débuté le processus par une affiche toute simple au départ des navettes, donnant quelques conseils. Également là, on ne sait pas qui donne le conseil, c'est donné par voilà, Mère Nature, ça peut être très bien donné par un ami. C'est des conseils bienveillants, évite les tongs, prends une bouteille d'eau et puis prends un sachet pour tes déchets. Voilà pour le site. Et pour conclure, nous, ce qu'on a retiré, c'est notamment donc, une méthode et des prérequis nécessaires à la réussite du projet, parce que c'est un projet qu'on souhaite reconduire. Donc, la méthode, je disais, elle est très importante. Elle implique un diagnostic des besoins, la caractérisation de la fréquentation, la définition du parcours utilisateur et enfin une évaluation qui est là très importante pour savoir comment poursuivre le projet et comment être au plus fin dans nos objectifs. Ensuite, on a l'implication de l'ensemble des acteurs dans la co-construction du projet, donc habitants, touristes, office de tourisme, parcs, associations, etc. Et enfin, Laurence l'avait dit tout à l'heure, c'est qu'une
partie de notre stratégie. Et en fait, c'est à intégrer dans une stratégie globale du public. Donc à côté, on a des éco-guides, on travaille sur une étude d'observation des impacts de la fréquentation sur les cours d'eau. Voilà, on a différents leviers et c'est ce qui nous permet d'essayer d'atteindre nos objectifs. Merci pour vos présentations respectives. Je pense qu'on peut les applaudir pour tous ces beaux projets qui viennent de vous être présentés. On va maintenant vous donner la parole. Et pour vous donner la parole, on va passer sur un outil qui va vous permettre, grâce à votre smartphone, donc vous allez le voir bientôt apparaître sur grand écran. Vous allez voir un QR code que vous allez pouvoir flasher avec votre smartphone. Ça met un petit peu de temps à arriver, mais n'hésitez pas déjà, si vous avez des questions dans la salle, à lever la main. On peut aussi vous donner la parole directement, parce que c'est l'avantage d'être ici toutes et tous dans la même salle. Donc voilà, vous voyez ce QR code qui apparaît à l'écran. Et donc grâce à ce QR code, vous allez être redirigé sur une page où vous allez pouvoir exprimer vos questions ou vos réactions. Vous allez également pouvoir voir les questions posées par les autres participantes et participants et les aimer en mettant un like et en sachant qu'on va répondre en priorité aux questions les plus likées parce qu'on se dit que c'est celles qui vous intéressent le plus. Et je vois déjà qu'il y a une personne qui souhaite prendre la parole dans la salle. Je vous en prie, allez-y. Ça fonctionne. Oui. Amélie Dégurande de Communauté d'agglomération du Beauvaisis. Je suis animatrice Natura 2000 sur des sites où la problématique, ça va être bien sûr les déchets, ça on les a toujours, mais on a une forte problématique sur l'utilisation des chemins par les véhicules motorisés, donc quad, motocross, parfois des VTT, même non motorisés qui font beaucoup de dégâts parce qu'ils sortent des chemins. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur le type d'aménagement que vous avez mis sur le plateau Saint-Laurent, mais pour des véhicules qui passent rapidement et donc qui n'ont pas toujours, qui font pas l'effort de lire les panneaux? Alors, j'ai pas de réponse. Effectivement, c'est une vraie problématique, cette question de la circulation des véhicules motorisés. Souvent, en plus, on est sur des voies qui ne sont pas toujours ouvertes à la circulation, donc on rentre dans des aspects aussi réglementaires. Ça peut tout simplement être interdit. Donc non, on n'a pas travaillé nous sur ce volet-là, donc j'ai pas forcément d'exemple à donner. Après, oui, de façon très pragmatique, je pense qu'une barrière à l'entrée des endroits où vous souhaitez commencer en vous reposant bien entendu sur la réglementation, sur avec l'appui de la commune, la prise d'un arrêté municipal peut être envisageable. Mais non, on n'a pas travaillé nous sur cette question-là. Merci. Alors que je vois que les questions apparaissent petit à petit, on va prendre encore une question dans la salle et puis après on prendra une question en ligne, je vous en prie. Oui, merci. Vous avez parlé avec l'exemple des baronnies provençales d'agir davantage sur les comportements et non sur le nombre de personnes. Moi, j'avais une question par rapport aux quotas qui sont de plus en plus utilisés dans les espaces naturels et j'avais une question par rapport à l'acceptabilité des habitants qui ont ou avaient l'habitude de se rendre dans ces espaces-là et qui maintenant se voient contraints aux quotas. Savoir si vous aviez un avis sur la question. Oui, la question s'est posée. Alors, la particularité qu'on a en tant que parc naturel régional, c'est qu'on n'a pas de compétences. Donc, justement, nous imposer ce genre de dispositif, c'était pas de notre ressort. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix vraiment de travailler sur le comportement des visiteurs en espace naturel. D'autant qu'on est aussi dans une logique de se dire ces espaces sont des supports pédagogiques de sensibilisation à l'environnement, donc on ne veut surtout pas, pour le moment, freiner la venue de personnes. Par contre, effectivement, c'est peut-être des choses qui seront mises en place à l'avenir, mais ce sera vraisemblablement pas porté par le parc, mais plutôt par d'autres acteurs du territoire. Et
Et si je peux compléter, puisque j'ai travaillé un petit peu avec le Parc national des Calanques, qui a mis en place un système de contingentement dans les calanques de Sugiton et des pierres tombées depuis maintenant 2 saisons. En complément du contingentement, ils ont mis en place une enquête auprès des fréquentants de la calanque, donc aussi bien des habitants que des visiteurs. En fait, les résultats sont plutôt positifs. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que quand les sites sont très fréquentés, pour ne pas dire surfréquentés, souvent les habitants délaissent ces sites-là. Et le fait qu'il y ait un système de réservation, finalement, permet aux habitants d'en profiter quand même, alors qu'ils auraient complètement abandonné le site en haute période. Je crois qu'Agathe, vous vouliez compléter aussi. Juste pour compléter, sur la partie des gorges de la Méouge, donc la compétence de gestion du site revient à la communauté de communes. Donc ils ont mis en place un système de navettes, donc ça régule, mais il y a pas, on compte pas et on bloque pas la fréquentation. Après, comme le disait Laurence, au niveau des habitants, finalement, eux, ils connaissent les bons spots et ils savent où aller dans des lieux sympas et qui sont pas connus du grand public. Donc, pour l'instant, en effet, la question, elle s'est pas posée et justement, ils prennent bien ce côté de régulation parce que ça leur permet de retrouver un site peut-être plus propre, plus entretenu à la fin de la saison et de pouvoir aussi en profiter dès septembre pleinement à la sortie d'école, quoi. Alors on a un grand succès pour le projet des baronnies parce qu'on voit qu'on a encore une question qui apparaît qui est avec 24 j'aime et promis ensuite on passe à des questions pour nos autres intervenantes et intervenants. Mais donc pour les baronnies, avez-vous évalué l'efficacité des dispositifs déployés en termes de changement de pratique ? Alors, je laisserai Quentin compléter parce que j'étais pas là sur la partie évaluation, mais comme le disais tout à l'heure, c'est vraiment une partie très importante. On a mis en place des questionnaires sur site, des entretiens sur site durant la saison estivale, et à la fin de l'expérimentation, on a organisé des focus group avec toutes les parties prenantes des sites pour pouvoir évaluer de manière qualitative ces dispositifs. Pour compléter sur les focus group, ce qui était hyper intéressant, c'est que, et c'est rarement le cas je pense, on a invité les habitants et les riverains en fait à s'exprimer. Et effectivement, ils avaient des choses à dire en fait sur ces panneaux qu'ils voyaient fleurir pas loin de chez eux. Donc ce côté aussi, voilà, appropriation était assez marqué. Donc ces focus group, ils nous ont permis justement, comme c'était une expérimentation, de se dire que si on devait le refaire, si on devait pérenniser les dispositifs en place, on le ferait un petit peu différemment. Par contre, dans l'ensemble, ça a été assez bien reçu par les habitants. Et donc pour revenir vraiment sur la question cœur de l'évaluation, c'est extrêmement compliqué en fait finalement d'évaluer si un visiteur lambda a vraiment changé son comportement en ayant pris cette information de là, voilà, en croisant un panneau avec un agriculteur qui le regarde et qui lui dit qu'il travaille ici. Donc ça, c'est des choses qu'effectivement il faudrait mettre en place, mais qui étaient vraiment une mission à part entière. Par contre, ce qu'on a évalué via les questionnaires, c'est que les visiteurs avaient beaucoup plus tendance à capter ces dispositifs-là, qu'on avait co-construits en réfléchissant à leur parcours de décision, c'est-à-dire à la manière dont ils allaient appréhender le site, à la manière dont ils allaient se déplacer dedans, à quel moment on allait leur apporter quelle information. Donc ça, c'est des choses qu'on avait beaucoup travaillé. Et c'est plus efficace que finalement, je vais dire, la signalétique un peu classique avec des panneaux, avec beaucoup de textes, beaucoup d'informations, qui sont certes hyper intéressantes, mais qui, on se le rend compte, s'adressent finalement à un public presque déjà sensibilisé. Donc voilà, on n'a pas pu évaluer l'efficacité, par contre on a évalué la visibilité avec certitude de ces dispositifs.
Et en les co-construisant comme ça, on sait qu'ils sont un peu plus visibles et un peu plus lus et captés par les visiteurs. Merci pour cette réponse et merci pour vos questions en ligne. Je vois qu'il y en a plus d'une trentaine. Malheureusement, on ne pourra pas y répondre à toutes. En tout cas, sachez que ces questions-là, on les conservera en tout cas. J'invite peut-être dans la salle, si vous avez une question qui peut intéresser les territoires du Grau-du-Roi et de Guérande, la Baule Guérande. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, on va continuer sur les questions en ligne. Et donc, je vais poursuivre. Donc, on a eu la question sur les déchets tout à l'heure. Alors, peut-être une petite précision. Et puis, j'invite aussi les personnes de Guérande et de Grau-du-Roi à répondre à cette question sur les déchets. Je ne sais pas si vous rencontrez cette problématique et comment vous la gérez sur vos territoires respectifs. Alors sur les territoires, sur le grand territoire, on va dire, il y a eu une opération qui a été importante, ça a été la suppression des poubelles sur les plages, qui était un pari, qui au départ a créé beaucoup de polémiques sur le territoire et qui finalement maintenant rentre dans l'ordre, puisqu'on est parti du fait que finalement sur un endroit où il y a des poubelles, il y a des déchets qui s'accumulent à côté des poubelles. Donc là, il y a eu toute une communication qui a été mise en place. Ça a été la même chose un an avant avec la suppression des douches de plage, avec toute une partie de communication et une action qui a été placée comme volontariste. On ne s'est pas excusé d'avoir enlevé les douches ou d'avoir enlevé les poubelles. Il y avait vraiment montré l'intérêt de faire ça. Donc bien sûr qu'il y a... Ça crée du discours, mais les résultats sont plutôt probants. Et alors tout à l'heure, j'ai entendu vous parler du nettoyage des plages et notamment de la problématique des laisses de mer qui sont emportées, etc. C'est pareil depuis quelques années maintenant sur une grande partie des plages au Grau-du-Roi, notamment l'Espiguette et les plages non urbanisées. On est sur un ramassage manuel. Donc là, c'est un investissement fort financier de la commune, mais ça porte aussi ses fruits, puisque ne sont ramassés vraiment que de manière précise. Les déchets et les laisses de mer sont gardés. Et puis on a des actions fortes de sensibilisation, entre autres portées par l'Office de tourisme. On emmène aussi au niveau du camping de nettoyage de plage en commun, donc associé avec des associations du territoire, et chaque fois avec beaucoup de communication autour de ça et de plus en plus de gens qui y participent. Donc ça, c'est des actions qu'on porte sur les déchets. Merci. J'invite peut-être à la Baule, à Guérande, si vous rencontrez aussi cette problématique et si vous avez des dispositifs spécifiques mis en place sur cette question des déchets. Nous, on porte la politique globale de gestion des déchets à l'échelle de l'Interco. Maintenant, clairement, la gestion des poubelles publiques dépend des communes, donc on n'a pas énormément la main là-dessus. Il y a clairement une dynamique sur les espaces naturels pour ne plus avoir de poubelles, un peu à l'instar de ce qui se passe sur le Grau-du-Roi et sur plein d'autres espaces naturels. Sur les plages, et notamment les plages du sud de notre territoire, donc notamment la grande plage que vous avez vue au début, ça paraît quand même extrêmement compliqué à ce stade. Ils ont déjà mis en place le tri sélectif, c'est une grande avancée. Mais clairement, là-dessus, on n'a pas la main. Et le type de clientèle très consommateur, très balnéaire, enfin, il n'y a aucune critique d'espace plage fréquentant les grandes plages du sud de notre territoire, pour le moment, n'est pas encore tout à fait prêt, mais il y a quelque chose à faire, effectivement, sur ces aspects-là. Après, c'est pas parce qu'on supprime les poubelles sur les plages qu'on réduit les déchets collectés à l'échelle du territoire, parce qu'à un moment ou un autre, en fait, on les récupère de toute façon dans notre filière. Donc nous, on travaille sur la réduction de déchets sur plein d'autres choses, pas au niveau du nombre de poubelles à ce stade. Merci pour vos réponses. Excusez-moi. Oui. Bonjour. Oui, excusez-moi, je suis là, en face de vous. Bonjour. Oui, moi j'ai une question par rapport à la gestion des déchets, qui est une énorme problématique qu'on connaît un peu partout. Et ma question c'était, est-ce qu'il est possible de ne pas amener de déchets ? Ce que j'entends, c'est que beaucoup de déchets sont liés à la nourriture, à l'emballage, etc. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait, notamment au Grau-du-Roi, que je connais bien, avec les commerçants ou les snacks, les marchands de glace, les cabanes à churros et compagnie,
pour justement éviter d'avoir du déchet, faire les consignes comme ce que fait McDonald's en donnant de la vaisselle recyclable. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche ou une réflexion là-dessus qu'on pourrait avoir? Alors, on pourrait l'avoir. On pourrait l'avoir, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, c'est pas enclenché en tout cas. Elle est enclenchée après au niveau national ou international, même avec la réduction des déchets à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça peut être une piste et c'est une bonne idée. Mais c'est pas fait aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez également apporter un élément de réponse du côté des baronnies ou du côté de la Baule-Guérande? Sinon, on passe à la question suivante. Et donc cette question, vous l'avez à l'écran, donc le tourisme responsable implique un tourisme plus local vers des sites qui ne sont pas capables d'absorber une population importante. La question posée, c'est comment conserver l'accès libre à la nature pour tous dans ce contexte? Qui souhaite Allez, y répondre? je commence. Vous continuerez. Moi, je dirais que je ne sais pas répondre à la question en fait. Et justement, il n'y a pas de modèle. C'est à chaque territoire de trouver la bonne solution avec les acteurs locaux. Est-ce qu'il faut concentrer? Est-ce qu'il faut diluer? Est-ce qu'il faut étaler dans le temps, dans l'espace? Tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut débattre avec les autres acteurs économiques, les gens qui vivent de l'activité touristique ou qui n'en vivent pas. Voilà, moi je suis plutôt pour faire confiance à l'intelligence collective et trouver des solutions locales. Si je peux compléter pour les baronnies provençales, nous, on va dire que les sites qui posent réellement problème en termes de fréquentation, ce sont les sites de rivière pour la baignade. Les leviers qu'on a trouvés avec les partenaires touristiques du territoire, ce sont dans un premier temps travailler sur une offre de fraîcheur. Parce que finalement, ce que recherche l'été le client quand il est là, c'est un petit peu de fraîcheur. Donc, quelle offre de fraîcheur on a sur le territoire en dehors des sites de baignade en espace naturel? Donc, déjà, cette première question. Et ensuite, ça va être aussi une partie de promotion pour promouvoir le territoire tel qu'il est vraiment. Donc, pas uniquement des rivières translucides, puisque de toute façon elles sont régulièrement à sec l'été, mais d'autres aspects et surtout d'autres saisons. On a 4 saisons et pas uniquement une saison. Donc ça, 4 saisons, on en parle beaucoup, mais sur notre territoire, c'est une réalité et sur notre territoire se pratique vraiment sur les 4 saisons et sur de nombreux sports de nature également. Donc voilà, c'est encore une fois une réponse globale. Enfin, c'est plusieurs actions qui vont répondre à ce questionnement. J'ajouterai un petit mot sur le mot l'accès libre. Un accès libre, c'est pas forcément un accès ouvert tout le temps et totalement libre. Il peut y avoir un accès qui est organisé. Donc c'est ce qu'on a mis en place sur notamment le site du phare de l'Espiguette. Ouvert à l'année, ça c'est important. C'est vraiment, et par rapport à ce tourisme de local et de proximité qu'on valorise parce que justement moins impactant, parce que plus doux et plus calme sur certaines périodes. Mais voilà, donc c'est une organisation des espaces. Je pense notamment, par exemple, chez nous, on a des promenades à cheval. Les promenades à cheval, il y a tout un travail qui est mené pour que tout et n'importe quoi ne soit pas fait. C'est-à-dire, on ne part pas avec des chevaux, on ne passe pas dans la dune, on ne passe pas complètement au bord de l'eau. Donc tout ça a été travaillé avec les professionnels de ces promenades pour organiser. Donc encore une fois, il y a un espace naturel, mais à nous de faire en sorte que cet accès ne soit pas totalement... Il donne une sensation de liberté, mais il est organisé. Alors, au niveau du territoire de la Baule-Guérande, nous, clairement, la SPL porte un message qui vise en fait à diluer la fréquentation au niveau saisonnier et éviter
le craquage, on va dire 15 juillet, 15 août, où en fait c'est difficile pour les habitants, c'est difficile pour les commerçants, c'est difficile pour les touristes aussi. Et l'autre aspect, c'est qu'elle essaye de diluer en emmenant les visiteurs à aller sur d'autres secteurs que notre littoral, notamment toute la zone rétro-littorale qui est beaucoup plus rurale. Et notamment sur les bordures du Marais de Brière, parce qu'on a quand même un site aussi emblématique sur le territoire. On travaille notamment dans le cadre de la stratégie Biodive avec les collègues du département de Loire-Atlantique et leurs espaces naturels sensibles qui sont en rétro-littoral pour vraiment flécher les visiteurs vers ces sites qui sont dédiés pour l'accueil du public et la protection de la biodiversité, mais en rétro-littoral, quoi. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Laurence, parce que je suis forcément complètement d'accord avec elle. Effectivement, on trouvera des solutions localement sur la base d'un partage des enjeux, une connaissance des enjeux et de l'impact de nos activités. Il n'y a pas 36 solutions, il faut des approches globales qui misent sur un changement de comportement, donc une approche un peu individuelle, mais aussi sur des changements de pratiques, donc des approches plus sociétales. Et on va aller travailler sur les nudges, par exemple, mais avant tout, c'est comment collectivement les acteurs du territoire et les usagers finaux travaille une stratégie concertée qui fait qu'à l'arrivée, on n'a pas des consensus mous, mais on a des vrais arbitrages partagés et des dynamiques collectives sur l'engagement et pas par dépit. Je pense qu'on n'y arrivera que comme ça, moi. Je pense que le renoncement et la réorganisation spatiale, ça se discute avec toutes les parties prenantes d'un territoire et pas comme on l'a longtemps fait dans le bureau d'un expert, aussi expert soit-il. Merci pour ces réponses. Prochaine question qui va intéresser Florence et Maud. Donc au camping, comment gérer les résidents qui ne se sentent pas concernés par les enjeux biodiversité sur les lieux et notamment sur le non-respect des règles? On les supprime. J'entends le taser à côté de moi, mais ça, des fois on est tenté. Alors déjà, on est quand même encore dans de la persuasion et dans essayer de convaincre. Donc on est dans du participatif, on les a associés notamment, nous, alors sur le camping, à la démarche qui est menée. On a mis en place beaucoup aussi de résidents ou clients de passage d'ailleurs. On communique beaucoup sur ces sujets-là et on a mis en place beaucoup d'animations et d'ateliers tout au long de la saison estivale qui sont liés à ces enjeux. Moi je suis très intéressée par le Serious Game là, et puis par d'autres outils de ce type-là qu'on peut mettre en place. On organise ça sur des temps conviviaux aussi, les apéros, ça marche bien, donc un apéro résident, mais dans lequel on va discuter de sujets un peu plus importants, ça fait sens. Enfin voilà, donc on essaye d'être toujours dans de la... Mais voilà, que ce soit des résidents au camping ou des habitants d'une ville, finalement, on est dans le même combat, quoi. Et donc on essaye de faciliter aussi les actions. Donc on parlait des déchets tout à l'heure, on a multiplié les zones de tri et de collecte de tri. On a mis en place un composteur, on va en développer d'autres, etc. Enfin voilà, donc on facilite pour les plus récalcitrants et puis peut-être qu'on en viendra à des choses plus désagréables. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Si vous souhaitez poser directement une question de vive voix. Je vous invite à vous présenter avant de poser votre question. Oui, Benoît Carrin de la LPO. Je voulais savoir si vous aviez des retours d'expérience, en tout cas des exemples de régulation prédictive des flux, c'est-à-dire une sorte d'anticipation des flux sur telle zone, parce qu'on sait très bien que les pressions sur les milieux se font dans des périodes données, précises, et là les pressions est très forte. Est-ce que de type bison futé, des choses comme ça, vous avez déjà utilisé, vous avez des exemples en la matière? Merci.
Allez, je commence. Pour pouvoir faire de la prédiction, il faut déjà disposer de séries de données de fréquentation antérieure, des données longues avec aussi des éléments un petit peu connexes sur, voilà, très bêtement, la météo, le calendrier des vacances scolaires, est-ce qu'on est sur un jour de semaine, un week-end, etc., etc. Et quand on a ces éléments-là, on peut commencer à travailler sur de la modélisation. Il y a quelques cas. Tu veux compléter ? Alors, suite à votre question, j'ai tout de suite pensé à une action, mais qui n'est pas sur notre territoire, qui est sur le territoire de l'Ardèche. C'est le canoë malin qui a été mis en place par l'Office de tourisme de Vallon-Pont d'Arc. Je vais pas détailler son action, mais je vous laisse aller voir sur le site de l'Office de tourisme des Gorges de l'Ardèche. Et on a quelque chose en local que Quentin... Et donc c'est vrai que la question est complexe, et donc à question complexe, réponse un peu aussi complexe. Nous, l'idée qu'on a, mais donc à moyen terme au sein des Baronnies provençales, c'est la mise en place d'un observatoire finalement de la fréquentation qui s'intègre plus généralement dans un observatoire de la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment besoin de bien comprendre ces phénomènes, bien comprendre la venue des touristes, bien comprendre les secteurs sur lesquels ils se rendent, de quelle manière, et puis quels impacts ils vont avoir sur les milieux naturels. Et on se rend compte que finalement, même disposer d'indicateurs pour savoir à quel moment une rivière peut considérer comme étant dégradée par la fréquentation, c'est pas si évident. Et du coup, de là, on découle finalement combien de visiteurs on peut accepter sur un tronçon. Mais alors, ce tronçon, il commence où, il s'arrête où? Enfin voilà. Donc, c'est des choses qu'on essaie de construire par petites briques. Donc, on accumule pour l'instant de l'information à la fois sur la fréquentation touristique et sur la connaissance de nos milieux et la connaissance de la biodiversité sur les milieux fréquentés. Et puis on verra un petit peu comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ça en musique, mais c'est effectivement un travail de long terme, et encore une fois qui implique, mais je crois que ça c'est un message qu'on n'arrête pas de transmettre, qui implique vraiment le territoire dans son ensemble, vraiment le collectif d'acteurs, le travail en collaboration avec l'ensemble des collectivités, des acteurs privés qui sont concernés. Je rajouterais juste quelque chose. Quand on a préparé cet atelier, on se posait la question finalement à quel moment on juge que la fréquentation a un impact sur les milieux naturels. Ça, c'est pas évident, parce que est-ce qu'on a des données, données naturalistes qui montrent que certaines espèces souffrent, que certains sites de nidification sont impactés, par exemple. Donc ça, c'est assez difficile. Est-ce que c'est simplement des locaux qui ont cette impression qu'en fait, on a trop de fréquentation et que c'est pas agréable, etc. Et en fait, suivant nos territoires, tous ces indicateurs-là, mis bout à bout, peuvent donner une espèce d'indicateur. Mais c'est finalement pas si évident que ça de juger que la fréquentation, à un moment, elle a un impact négatif sur les milieux naturels. On est tous en fait en construction, je crois, de ces données, de ces observatoires. On a longtemps fonctionné dans les observatoires du tourisme un peu au dos mouillé. Ça se précise maintenant avec des nouveaux outils qui se mettent en place. Et sur le territoire notamment, on a à la fois un observatoire, on va dire, plus avec de la donnée économique, de remplissage, et on commence à avoir de la prédiction, puisqu'on parlait de prédiction, c'est-à-dire avec les données qui peuvent remonter, on est sur vraiment du big data, de la donnée qui remonte sur les taux de réservation. Mais ça reste encore, c'est en construction. Et puis on a aussi, par Grand Site de France, un observatoire qui se met en place, qui implique aussi, alors Florine le disait, le ressenti des habitants. Et cet été, il y a une enquête qui a été menée en plein cœur du mois d'août pour comprendre et connaître le ressenti des habitants, qui participent aussi de l'impact sur un milieu. Donc je veux dire qu'on est au stade embryonnaire de ce travail sur les observatoires, mais que ça va forcément nous aider à mieux gérer également les flux.
Merci pour vos réponses. Il nous reste une quinzaine de minutes encore devant nous, donc on va pouvoir prendre une ou deux questions. Et la prochaine question, je vais la poser pour le territoire Guérande de la Baule. Finalement, comment impliquer les habitants des résidences secondaires dans les projets que vous menez ? Alors, on a envisagé effectivement deux méthodes. La première, c'est déjà de recenser en fait toutes les associations de résidences secondaires qui existent sur nos communes littorales, puisque quasiment toutes les communes littorales ont une association de résidences secondaires. Pour nous, les gens qui vivons sur le rétro-littoral, on n'a pas d'association de résidents secondaires. Et l'idée, c'est, comme on va organiser un focus tourisme, un focus groupe tourisme dans le cadre de l'élaboration de la stratégie Biodiv, c'est également d'organiser un focus group à destination de ces associations de résidents secondaires. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme l'a dit Adeline tout à l'heure, c'est qu'on fera en fait des enquêtes sur site et notamment au sein d'espaces naturels extrêmement fréquentés, puisque en marge de zones urbaines, les week-ends ou en période de fréquentation par les résidents secondaires, pour également en fait toucher ces populations-là qui jouent un rôle très important sur nos communes littorales. Est-ce que vous souhaitez répondre à la question, ou sinon on passe à la question suivante. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, je vois une main qui se lève. Le micro arrive petit à petit. Je vous invite à vous présenter avant de poser votre question. Bonjour à tous, Fatima Zora Aboutayeb, conseillère foncier au département de l'Hérault. Je ne vais pas vous parler de foncier, mais par contre, tout ce qui est ressorti jusqu'à présent me fait penser à ce que, généralement, on parle de manque de cohérence entre les collectivités ou même avec l'État ou autre. Et ce qui ressort, c'est que la surpopulation à une période donnée, c'est peut-être qu'il faudrait revoir notre calendrier scolaire, puisque, non mais c'est une réalité, les enfants, à un moment, il faut bien les occuper les 2 mois de vacances. Et il fait chaud, il fait 40 degrés, donc oui, on va les amener dans les points les plus frais. Et ça entraîne une surfréquentation déjà des locaux, plus les touristes qui sont présents. Donc, ça rejoint aussi la question sur les résidences secondaires. Elles sont surpeuplées et elles ne sont pas utilisées le reste de l'année. Donc peut-être que ces locaux-là pourraient les utiliser davantage si notre calendrier scolaire serait revu. Donc peut-être que les ministères en haut pourraient travailler ensemble à cette réflexion plus globale. Voilà, merci. Je peux dire un mot ? Alors c'est un sujet qu'on travaille beaucoup dans le monde du tourisme. Je pense qu'il faut après être prudent parce que malgré tout le calendrier scolaire est ce qu'il est. Les vacances scolaires, elles durent en gros après la première semaine de juillet, je parle des vacances d'été bien sûr, sur les gros pics de fréquentation, jusqu'à la fin du mois d'août. Et je pense qu'au-delà du calendrier scolaire, c'est surtout le calendrier des entreprises et de la prise de vacances, parce que encore une fois, ce calendrier scolaire, il est étalé déjà sur les 2 mois d'été et les gens vont avoir envie de partir en vacances et c'est normal. On ne va pas faire partir des gens en grandes vacances en plein mois de novembre ou en plein mois de mars. Mais on a tous, alors je ne sais pas si c'est le cas de mes collègues, on n'en a pas parlé, mais nous, on ressent vraiment une baisse de fréquentation depuis des années au mois de juillet, alors qu'il fait très beau, même des fois plus chaud et avec un temps des fois plus stable qu'au mois d'août. Or là-dessus, on n'a pas forcément de levier pour agir. Beaucoup de territoires et de pros du tourisme ont même baissé leur prix à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la pleine saison. Nous, alors on ne parle plus trop de 15 juillet, 15 août, c'est le mois d'août, clairement. L'énorme pic de fréquentation, c'est 1er août, 31 août. Mais le mois de juillet, c'est vraiment d'année en année libéré d'espace, sauf sur les 2 années Covid, parce que là forcément les gens étaient restés très enfermés et sont venus en vacances au mois de juillet. Et donc là-dessus, c'est pas les leviers scolaires qui vont permettre de faire bouger ça. Je ne sais pas qui il faut aller voir, mais voilà, c'est toutes ces entreprises qui ferment et qui s'arrêtent au mois d'août. Donc les parents du coup viennent en vacances avec leurs enfants à ce moment-là. Donc voilà, pour moi, le problème se situe vraiment à cet endroit-là. C'est un sujet qui est beaucoup travaillé aussi en montagne.
avec les contraintes par exemple de l'enneigement et compte tenu du fait qu'en local on n'a pas de point d'appui pour influer sur le calendrier des vacances scolaires, encore moins sur le calendrier des vacances scolaires des pays étrangers, il faut trouver des astuces et donc trouver des offres en fait. Là on est vraiment sur le métier d'accueillant. Pour arriver à faire partir les gens dans des périodes creuses, faciliter les locations avec des politiques tarifaires adaptées, etc. Voilà, ça se travaille beaucoup en montagne. Vous pourriez aussi aller éventuellement chercher des sources d'inspiration avec ce que peuvent faire des stations. Alors, merci pour toutes vos questions et vos réponses. Comme je le disais, donc on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, elles sont conservées et on les transmettra à nos intervenantes et aux intervenants qui pourront, s'ils le souhaitent, revenir vers vous a posteriori. On va bientôt arriver au terme de cet atelier, mais avant ça, on a quelques questions à vous poser. Et donc, pour cela, on vous invite aussi à utiliser une nouvelle fois votre smartphone. Et la première question qu'on vous pose, c'est finalement, dans un territoire touristique soumis à des pressions dues à la fréquentation, quelles sont les 3 principales actions à mettre en place? Donc, vous avez 7 actions différentes qui vous sont listées et on vous invite parmi ces 7 actions à créer votre trio de tête, à voir les actions qui iront sur le podium. Peut-être rafficher à l'écran le QR code si possible. Merci beaucoup. Et donc pour le moment, les résultats sont masqués pour pas vous induire, pour éviter les biais cognitifs justement. On en parlait tout à l'heure. Alors pour le moment, on a une réponse. On va peut-être pas interpréter. On voit que ça bouge au fur et à mesure, au fil des réponses. Pour le moment, en tout cas, c'est sensibiliser les touristes pour limiter... il suffit de le dire pour que ça bouge. Et restreindre la fréquentation de certains sites les plus fragiles. Et on revient à la sensibilisation des touristes. Oui, c'est ça, c'est une vraie course. C'est l'avantage du temps réel. Est-ce que vous avez une réaction sur le plateau par rapport à ce qui apparaît à l'écran ? Finalement, on revient un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution unique. Voilà, faut travailler sur tous les leviers, la formation, la construction collective, collecter des données, etc., etc. C'est vraiment un panel d'outils à mobiliser. En tout cas, c'est bien en accord avec les présentations des projets menés sur les 3 territoires ici présents. On va pouvoir passer à la question suivante. Et donc, pour savoir, vous, dans votre territoire, est-ce que la biodiversité, est-ce qu'elle est prise en compte dans la mise en œuvre de la politique touristique locale? Donc là, c'est une question à échelle, donc c'est à savoir si c'est pas du tout ou si c'est fortement, pour qu'on puisse aussi se faire une idée de votre perception sur vos territoires. Encore une fois, les résultats sont masqués pour le moment, on vous laisse quelques secondes pour y répondre avant de voir s'afficher. Ce sera un petit peu notre baromètre de cet atelier. Je pense qu'on peut afficher les réponses. 2,1, donc on est plutôt sur un score assez bas, on peut le dire. Peut mieux faire. Voilà. J'espère qu'on vous aura donné envie de faire. En tout cas, peut mieux faire, donc ça veut dire qu'on a encore des actions à mettre en œuvre et que le champ des possibles reste encore large. Et pour terminer, on va pouvoir passer à notre dernière question, donc qui est une question ouverte, donc on vous invite à taper votre réponse. Selon vous, quel indicateur prendre en compte pour définir la capacité des milieux à recevoir du public? On a parlé un petit peu de ces indicateurs tout à l'heure. On a parlé de l'Observatoire de la fréquentation notamment aussi. Donc à voir si vous avez des idées d'indicateurs à prendre en compte.
Alors on voit des indicateurs disparates, je vois le nombre de papillons, moi ça me parle bien, je trouve ça poétique. On est beaucoup sur des diagnostics, sur des suivis. On est également sur la question de la résilience, la question des espèces. Voilà le niveau d'enjeu écologique, la fragilité du milieu qui revient également. Donc, finalement, prendre en compte aussi bien le milieu, les espèces que les personnes qui les fréquentent. Donc, tout le panel d'acteurs vivants, humains et non humains, parce qu'on est tous des êtres vivants. J'allais faire une erreur là-dessus. Merci en tout cas pour vos réponses et pour votre participation. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant qu'on aille toutes et tous déjeuner? Je rebondissais sur ce qui était un peu dans le top 3. C'est vrai qu'il y a un élément que nous, on n'a pas trop travaillé, qu'en fait, on n'a pas présenté, mais qu'on travaille également, c'est vraiment la sensibilisation des visiteurs et finalement, plus généralement, l'éducation à l'environnement. C'est aussi quelque chose qui a été évoqué dans l'atelier de ce matin sur la fresque sur la biodiversité et le climat. Comment est-ce qu'en fait, on éduque les jeunes générations à justement à fréquenter ces milieux naturels, et il y a sans doute une sensibilité qui est en train d'émerger, donc c'est plutôt encourageant, et tout ce qui relève de l'éducation à l'environnement, qui sont des missions également portées par les parcs naturels régionaux, nous semble pouvoir permettre sur le long terme bien entendu, mais d'avoir un tourisme plus durable, des visiteurs plus à l'écoute finalement des milieux naturels dans lesquels ils se trouvent. Donc c'est un petit peu ce que m'évoquait le tiercé, là, les différents items. Merci. Florence et Maud, un mot de la fin? Moi, je dirais que ce qui est encourageant aussi, c'est le ressenti qu'on a après quelques mois de gestion de ce site écotouristique du phare de l'Espiguette, puisqu'on trouve qu'il y a plutôt un grand respect du site par les visiteurs. Les aménagements qui ont été faits, finalement, répondent bien à ça, et le retour après qu'on a derrière est vraiment positif. Donc, c'est encourageant aussi. Merci. Et pour terminer le trio, Adeline, Philippe, est-ce qu'un mot de la fin où on va toutes et tous déjeuner? À table. Non, le mot de la fin, on l'a un peu touché du doigt. C'est extrêmement complexe de trouver le point d'équilibre entre accueil de tous les publics et préservation de tous les milieux, surtout les plus fragiles. Et que la seule solution, c'est bien d'en discuter ensemble, de tester, d'évaluer, de revenir en arrière et d'essayer autre chose. De toute façon, en général, dans le développement territorial, on répare les bêtises du passé et on peut créer le travail des suivants en faisant les bêtises du futur. Donc c'est normal. Merci pour ce mot de la fin. On peut applaudir nos intervenantes et nos intervenants. Et on vous remercie également pour votre participation à cette conférence.